Vous êtes sur le point d'écouter L'Argent, un podcast de 20 minutes tout à fait rentable grâce à son contenu très riche. Un reportage documentaire suivi de son débat, puis le décodage d'une psychanalyste émérite. Entrée, plat, dessert, donc avec des couverts en argent, et tout cela grâce au soutien de notre partenaire, Sofinco. En 90, il y a eu la guerre du Golfe. Je travaillais dans une société, j'ai fait partie d'un plan de licenciement, j'ai touché pas mal d'argent. Et au moment de la guerre du Golfe, juste au moment où les Américains ont commencé la guerre, j'ai placé tout l'argent en bourse et j'ai gagné beaucoup d'argent. Voilà. J'ai placé tout l'argent en bourse et j'ai gagné beaucoup d'argent. Voilà. L'argent. Ah, l'argent. Alors aujourd'hui, l'argent prend le métro avec Louis. Louis est trader et gère son argent 22 heures sur 24 à travers toutes les places financières du monde. Une vie rock'n'roll sous adrénaline. L'argent, c'est aussi le goût du risque. L'argent. Ah, l'argent. C'est aussi le goût du risque. Le fric, la braise, le bousouf. C'était l'argent facile des années 80. À l'époque, c'était en francs. Les 250 premiers 1000 francs que vous aviez en gain sur la bourse étaient exonérés d'impôts. C'est-à-dire 250 000 francs de l'époque, ça représente, si vous voulez, 38 000 euros. 38 000 euros, c'est déjà un salaire. Donc, si vous étiez malin, ce qui m'a attiré, c'est de me dire, si je suis malin, je peux déjà gagner ces 38 000 euros en bourse, autrement que par un travail laborieux ou par un travail que j'aime pas, qui va me procurer beaucoup de temps, beaucoup de choses que je veux pas faire, et pour arriver au même niveau. Donc, je me dis, si je me débrouille bien, ces 38 000 euros, je vais les gagner, et de toute façon, je serai défiscalisé. Je ne vais même pas payer d'impôt dessus. Maintenant, vous avez des outils qui vous permettent d'accéder à la bourse que vous pouvez avoir sur votre téléphone, comme j'ai là actuellement, si vous voulez. Par exemple, ça, c'est un outil qui me permet d'accéder directement à la bourse et qui me permet d'acheter et de vendre. Moi, je trade à tout moment de la journée si je veux. Si je veux pas, je trade pas. Je peux le faire de mon téléphone, souvent je le fais dans le métro, sur un parcours de golf, dans un train, dans mon lit, à mon bureau. Et vous avez les cours en direct, alors qu'avant vous aviez souvent des décalages, par exemple le cours d'une action, vous l'aviez mais avec 10 minutes de retard. Ce sont quand même des logiciels sophistiqués sur lesquels vous pouvez brasser des millions d'euros et des millions de dollars. Donc il faut quand même faire très attention à l'utilisation de ces logiciels. Je le conseille pas forcément pour des gens qui ont le cœur fragile, c'est certain. Je pense que ça peut amener des gens à la ruine. Donc ça c'est évident parce que la mauvaise utilisation des outils peut amener facilement à la ruine si les gens le font de manière inconséquente. C'est comme toute activité, si vous montez sur le Mont Blanc sans entraînement à 4800 mètres, avec des baskets comme on en voit tous les ans, vous prenez des risques qui sont encore plus importants. Là, vous prenez des risques en tant que trader, mais moi, je prends toujours des risques limités et 99,9% des opérations que j'ai faites, j'en connaissais les conséquences. Donc, il n'y avait pas de risque derrière. Si vous maîtrisez, c'est un guide de montagne, il vous le dit, si vous maîtrisez la montagne, vous n'allez pas avoir d'accident. Si vous maîtrisez le logiciel, vous n'aurez pas d'accident non plus. Voilà. Au début, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des portefeuilles virtuels. J'avais pris 50 000 euros en virtuel et je tradais avec et je regardais ce qui se passait quand je faisais telle et telle opération, ce que ça voulait dire, voilà. J'ai vraiment appris à gérer ça petit à petit. Et la première vraie fois, oui, vous dites ça y est, je suis dedans. Alors, c'est comme là, vous jetez à l'eau. Alors vous commencez par des montants qui sont pas très importants, voilà. Puis vous vous donnez des objectifs, vous dites je vais perdre 5 000 euros. Si je les perds, qu'est-ce que je fais? C'est pas très grave. De toute façon, à partir du moment où l'argent que vous jouez, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Si vous avez en banque 10 millions d'euros et que vous en perdez 50 000, c'est pas très grave. Si vous avez 60 000 euros en banque et vous en perdez 50 000, là c'est très grave. Il ne faut pas que c'est de conséquences sur votre patrimoine. On ne s'engage pas sur des produits sur lesquels on n'a pas la main pendant un certain temps et qui risquent de nous coûter de l'argent. Je vous donne un exemple, vous achetez une action le soir,
À 17h, la bourse ferme et vous n'avez pas la main sur cette action entre 17h lorsque la bourse ferme et 9h le matin. Le risque se pose là, il est là parce que vous ne pouvez plus rien faire. Si vous avez une guerre mondiale qui se déclare à 21h, vous êtes cuit. On se met sur des opérations inverses, c'est-à-dire que s'il y a la guerre qui se déclare, ça peut plutôt nous profiter. S'il y a une crise économique, on va profiter de notre position pour s'enrichir plutôt qu'être en position d'acheteur. Et si jamais il y a une crise, la position dégringole. Alors c'est vrai que ça fait peur parce qu'on tout d'un coup on voit les compteurs qui tournent dans un sens comme dans l'autre. Et là on se dit putain tout d'un coup là dans la minute, moi sur des opérations, sur des indices, même prenez le Dow Jones, en l'espace de 2 minutes, il peut y avoir des écarts de 20-30 000 euros. Donc ça va très vite. Bon, c'est une question d'habitude. Je suis pas du tout une science infuse. Certaines choses, je pensais que ça allait dans un sens et ça allait dans l'autre. Les traders sont pas des gens plus intelligents que les autres. Par contre, ils s'adaptent à la montée d'un marché ou la baisse d'un marché. Si la bourse monte, petit à petit, je vends. C'est-à-dire que je récupère mes plus-values et je les mets de côté et je les protège. Si la bourse rebaisse, je vais commencer à réacheter. Et si la bourse continue à baisser, je vais continuer à acheter, je vais continuer à acheter. Et quand ça va remonter, je vendrai, etc. Je pense que ça, par exemple, c'est une très bonne méthode pour des gens qui s'intéressent et qui veulent placer dans un premier temps un portefeuille en bourse. Je prends pas la grosse tête, surtout que quand on est trader, c'est la première chose qu'on apprend, c'est pas parce qu'on a fait une bonne opération qu'on est bon, c'est on a fait une bonne opération parce qu'on a fait une bonne opération, mais la suivante elle peut être mauvaise. Au moment de la première crise en 2007, je crois, la crise de l'euro, le Dow Jones à l'époque, il devait être, à 12 000 points, et en l'espace de 3 minutes, je l'ai vu baisser de 50% sur les outils informatiques. Et là, je peux vous dire que ça fait peur parce que 50%, c'est énorme. C'est 1000 ou 2000 milliards qui partent en fumée là dans le monde. On ne sait pas pourquoi, pour quelle raison. Et ça n'arrêtait pas de baisser. Le lendemain, donc bien sûr, sur les marchés financiers, ils en ont parlé et ils pensent que c'est un ordinateur ou un algorithme qui a eu un bug en fait et qui a fait baisser de manière considérable l'indice du Dow Jones. Là, je me suis dit, c'est plus facile d'accéder au marché, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que si des outils comme ça se mettent à se détraquer, ça peut être dramatique. C'est très effrayant. Vous pouvez faire les meilleures analyses économiques que vous voulez, vous maîtrisez beaucoup moins le sens et l'évolution de la bourse. Elle est beaucoup moins logique qu'avant. Les marchés ont énormément changé, les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens comme Trump qui interviennent dessus avec leurs tweets. Qui est arrivé en disant qu'il allait faire la guerre à la Chine, qu'il allait faire la guerre à la Corée. Les Anglais, les Allemands, c'était tous des enfoirés. Enfin bon, avant on essayait d'analyser des systèmes économiques, des états économiques, des structures économiques. On se disait bon voilà où on en est, ce qu'on peut faire, comment ça va évoluer, et puis Trump il arrive avec son petit tweet et il dit fuck the China, et là c'est fini, tout ce que vous avez mis vous pouvez mettre à la poubelle. Ça dégringolait, les gens avaient peur parce que ce qu'il y a de pire pour la bourse, c'est le manque de confiance. Donc là, je vous dis, c'est complètement irrationnel. Donc là, c'est ingérable. Ça devient très très compliqué, quoi. Il faut garder le sang-froid et surtout, il faut bien se protéger. Parce que faire une mauvaise opération, bon, pour votre ego, c'est pas bon, mais c'est jamais très grave. Mais par contre, si vous n'êtes pas verrouillé, ça peut être grave. Si j'ai le choix, je dors pas. Les indices, on peut les trader jusque vers 23h et ça reprend en Asie dès 1h du matin. Donc vous avez 2 heures où vous pouvez un peu dormir et vous dormez pas forcément tranquillement en fonction des positions que vous avez. Alors c'est une forme d'addiction parce que quand vous êtes sur des positions lourdes, vous êtes quand même obligé de regarder, même si vous avez des sécurités qui font que si vous passez à un certain niveau, les opérations se bouclent. Ils vous envoient des SMS, ils vous envoient des alertes. Tant que vous n'êtes pas alerté, c'est que la position bouge pas beaucoup, n'évolue pas beaucoup, ou évolue à des niveaux qui vous sont parfaitement égaux. Là, vous pouvez dormir tranquillement. La crise de l'euro, ça bougeait tellement avec les informations qui venaient d'Asie, que là, à 1h du matin, je regardais ce qui se passait, quoi. Donc effectivement, vous passez surtout par des hauts et des bas, comme la bourse, des hauts et des bas, mais c'est pas forcément les mêmes sens, parce que si vous avez vendu la bourse, si elle baisse, vous allez être très content. Donc c'est pas du tout, les gens me disent ah ça monte, c'est bien. Je dis oui, mais si vous êtes en position inverse, c'est pas bien pour vous. Donc c'est vraiment en fonction de votre position. Mais ça m'est arrivé de passer des nuits difficiles. C'est des vies d'ascenseur émotionnel. Il y a des jours où je vous dis putain, je ferais mieux de faire autre chose. Et puis d'autres fois, je dis putain, mais qu'est-ce que je suis bon. L'argent, c'est aussi le goût du risque. Et du risque,
Nous allons en prendre tout de suite pour tenter de mieux cerner Louis, ses spéculations et ses insomnies dans un périlleux débat avec nos 2 casse-couilles journalistes Manon Toujours prête? et Mathieu. Casse-cou. Cou, hein, t'as dit. Moi j'ai des casse-couilles. Oui. Est-ce que Louis continue à travailler pendant votre interview? Alors non, il a mis son portable sur silencieux quand même pendant la petite heure qu'on a passée ensemble. Il l'a ressorti tout de suite après, évidemment. D'accord. Alors en plus d'être trader, ce qu'on ne dit pas dans le reportage, c'est que le job de Louis, exactement, c'est de s'occuper de l'actif, donc de l'argent, de personnes généralement qui en ont beaucoup, qui sont généralement aussi assez âgées. Et par exemple, on fait appel à Louis quand on veut vendre son hôtel particulier dans le 6e arrondissement de Paris. Et Louis a les bonnes adresses et débrouille tout ça pour vous. Donc il y a des personnes âgées qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas comment le gérer et ils font appel à notre Louis pour qu'il le place en bourse Exactement. ou qu'ils achètent de l'immobilier ou des choses comme ça. Vous en avez pensé quoi, vous, Mathieu? C'est une espèce de Louis la brocante de l'argent. Il arrive dans son estafette pour t'aider à vendre ton hôtel particulier. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'adrénaline, le risque, l'espèce de montée d'angoisse comme ça. Enfin, c'est assez violent dans ce qu'il raconte. Est-ce qu'il était comme ça? Est-ce que tu l'as trouvé tendu quand tu l'as rencontré? C'est paradoxal parce que d'un côté, il ne l'est pas du tout et il met une certaine distance et il est assez froid. En revanche, en effet, quand il parle des risques, parce qu'il en prend beaucoup, on le comprend, qu'il prend donc 22 heures sur 24 quand il trade en ligne, là, il se renferme un petit peu et on sent que c'est un petit peu douloureux. Et qu'est-ce qu'on pense de cet argent qui est gagné un peu sur le dos des guerres Ça, c'est étonnant parce que lui, quand il en parle... Encore une fois, il y a vraiment, enfin, c'est peut-être dur ce que je vais dire, il n'y a pas d'empathie, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie, ça fait partie des données de son boulot, et qu'on parle de la guerre du Golfe ou de Donald Trump qui pète un plomb sur Twitter, il est égal. Est-ce qu'il ressemble à Michael Douglas dans Wall Street? Pas du tout. Ah Non. mince. Il n'a pas les bretelles Gordon Gekko? Il n'a pas les bretelles, non. Il était habillé assez normalement, sans bretelles et sans estafette. Est-ce qu'il est habité? Les questions. Ouais, Flot de bah, questions. allons-y, on se lance. Est-ce qu'il est habité par le trading? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vu pendant plus d'une heure? Est-ce que tu as senti qu'il était toujours dans un coin de sa tête, il y avait les dollars qui tournaient? Ah, je pense que ça tourne toujours, oui, même quand on parle, parce que je vous dis, il a éteint évidemment son portable quand on est rentré dans le studio, et dès qu'on en est sorti, il regardait, il nous a d'ailleurs montré l'application en question, on voyait la bourse évoluer en direct, donc il est quand même très là-dedans tout le temps. Enfin, Est-ce que tu culpabilises de lui avoir fait perdre 50 millions de dollars pendant Non. cette heure? pas tellement. Je crois que c'est l'heure de notre rendez-vous psy, Mathieu. Et oui, c'est Vous notre psy préféré, Marie-Claude François Logier. Marie-Claude François Logier est l'auteur de plusieurs livres, dont Comment régler ses comptes avec l'argent? sa spécialité, c'est d'analyser les comportements de nous tous envers l'argent. On l'écoute. Allô? Let's make some money. Marie-Claude François Logier, bonjour. Bonjour. Je sais pas pour vous, Marie-Claude, mais moi, ça m'a pas donné envie d'être trader. Les traders, ils ont un métier qui excite leur adrénaline et ils finissent par aimer la montée d'adrénaline. C'est vrai que les bourses vont à une vitesse absolument terrifiante. Comme en plus c'est mondialisé maintenant avec les outils, cet homme il est 24 heures sur 24 avec ses écrans grosso modo. Parce qu'à 23 heures ça s'arrête, mais à 2 heures il y a les bourses asiatiques, donc on ne peut pas vraiment dormir. Il est tout le temps en train de faire du trading et de surveiller ses positions. Et d'ailleurs, il le dit, on peut trader, enfin faire du trading, sur un terrain de golf, dans le métro, partout. Donc à tout moment, et en surveillant bien sûr tous les indices, toutes les évolutions, et aussi les discours géopolitiques des chefs d'État qui évidemment bousculent les marchés en fonction de ce qu'ils annoncent. C'est un métier qui est basé un peu sur l'inquiétude fondamentale sans arrêt. Apparemment, il en parle avec enthousiasme. Il aime ça. Si j'ai bien compris, il travaille un peu pour lui, sur ses propres profits, et il gère l'argent de ses clients. À mon avis, il a les mêmes inquiétudes et le même stress sur les deux plans. C'est la même chose. Il semble que ce soit la même intensité émotionnelle quand il agit pour les deux. Mais effectivement, il est toujours entre la prise de risque de perte
et la prise de risque favorable de gains. Donc avec une surveillance constante et l'orientation des journées et des nuits sur l'argent. C'est très valorisant quand on gagne, il l'a dit, je suis bon, à la fin je suis bon, je suis content de moi, mais aussi j'ai des nuits d'insomnie quand j'ai peur. Quand j'ai peur de perdre, et peur de perdre pour des éléments qui ne sont pas de mon fait, de mauvaise gestion, mais simplement d'événements extérieurs que je ne contrôle pas. C'est difficile comme métier. Il le dit, ascenseur émotionnel. Il y a des hauts, il y a des bas. Il parle de l'ascension du Mont Blanc en basket. Donc c'est un monde émotionnel. C'est un monde extrême où il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Non. Je suis très bon, j'ai tout perdu. C'est de l'émotion, c'est de l'adrénaline, c'est peut-être pas par hasard qu'on choisit ce métier. Lui, c'est vraiment l'investissement total dans le risque boursier qu'il aime beaucoup, qu'il maîtrise certainement très bien. Et même en jouant au golf, il y pense. Avec une perte de l'idée de la représentation de la substance argent. L'argent n'a plus de substance, là. Là, c'est en termes de profit, de baisse, de hausse, de fluctuations et d'événements extérieurs qui maintenant sont géopolitiques. Pour gérer cet argent-là, il faut être très costaud dans sa tête. Et il faut avoir une tête bien faite et connaître aussi les limites. Bon, ce sont des gens qui tiennent aussi beaucoup avec quelquefois des substances pour pouvoir tenir éveillé, pour pouvoir être lucide, pour pouvoir aussi se sentir assez puissant pour jouer. Parce qu'il y a aussi le jeu. Mais c'est la prise de risque que lui semble maîtriser quand même, parce qu'il a bien précisé qu'il y avait des produits sécurisants d'un côté. Bon, mais c'est un métier qui... On est usé aussi très jeune avec ce métier de trader. On surveille son argent, on se surveille soi-même, c'est très important, et on surveille les événements du monde. Les événements géopolitiques, les événements de guerre agissent énormément sur les bourses, avec les perspectives de reconstruction. On le voit en Irak, par exemple. C'est devenu très mondial, certainement plus dangereux, et nécessitant une plus grande vigilance des traders. Louis date le début de ses investissements en bourse à la guerre du Golfe, donc c'est lié à un conflit, et il dit un peu plus tard dans son témoignage qu'en cas de crise économique, on peut en profiter pour s'enrichir. Oui, en cas de guerre. Pour faire de l'argent, est-ce qu'on arrive à déshumaniser des événements comme ça qui se passent dans le monde ? Oui, sûrement. L'aspect humain disparaît. Ceux qui spéculent sur l'économie de reconstruction après crise ou après guerre ou après conflit, ils négligent totalement l'esprit humain, les pertes civiles et bien sûr, on ne peut pas faire passer des contrats faramineux très élevés après une crise ou bien après une guerre, après un conflit, sans occulter la partie humaine de l'affaire. C'est une question de chiffres là. Comme combien va-t-on gagner dans la reconstruction ? Ça se pose déjà au Moyen-Orient. C'est pour ça que j'en parle. Pour terminer, les sommes en jeu sont très importantes. Les situations en jeu sont très importantes puisqu'on évoque là des cas de guerre, des cas de reconstruction. Donc c'est des problématiques très lourdes. Comment on fait pour garder la tête froide ? Parce qu'il dit qu'il faut garder la tête froide. Peut-être parce que le nombre de chiffres qu'on aligne sur ces écrans a perdu toute signification. Donc on a une certaine distance par rapport à ça. La tête froide, c'est aussi faire abstraction de tout investissement personnel affectif dans l'argent là. L'argent, ce sont des chiffres, ce sont des sommes qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Donc il y a une distance. Ce sont des chiffres et ce sont des gains ou des pertes. Donc l'homme n'existe pas à ce moment-là. Enfin, la valeur humaine n'existe pas. Oui, c'est la déshumanisation des rapports. Si vous voyez les boursiers s'agiter ou les traders dans une salle de marché, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'humain là-dedans. Ils sont obligés pour tenir qu'il n'y ait pas d'humain. Voilà, c'est triste, mais c'est en même temps un métier extrêmement intéressant, parce que faire gagner aussi de l'argent en bourse aux entreprises, ça peut engager des emplois. Enfin, il n'y a pas que du négatif et il n'y a pas que des gains chiffrés sur une feuille ou sur un écran. Mais je pense qu'au moment où ils investissent pour les autres, où ils vendent, où ils achètent, ils ne pensent pas à l'entraînement humain que ça peut déclencher. C'est ça que je veux dire. La froideur, c'est aussi la tête froide, c'est... Voilà, la tête froide, parce que sinon on ne peut pas. Si on s'implique en investissement affectif, on ne peut pas. Comment peut-on conclure, toujours sans jugement, peut-être en parlant de la personnalité de Louis? Est-ce qu'il était heureux? Est-ce que c'est encore une fois de l'argent qui fait le bonheur?
Je sais pas si on peut dire qu'il a l'air heureux, j'espère qu'il va pas m'en vouloir si je dis ça, mais il a l'air préoccupé. Et il nous a dit après coup, à la fin de l'interview, qu'il était insomniaque et peut-être qu'à un moment il faudrait qu'il lève un petit peu le pied pour mieux dormir, je ne sais pas. Moi, avant de l'entendre, j'ai hésité entre faire du roller et faire du trading. Je pense que je vais me mettre au roller. Ça m'angoisse un peu. Le trading, ça m'angoisse un peu. Ce serait trop angoissant pour toi, Mathieu, le trading. Ouais. Merci Manon. Ça veut dire que je vais être payé alors ? Et merci Mathieu. Merci l'argent. Merci Vincent. Et à tout de suite dans un autre épisode de L'argent. En partenariat avec Sofinco. L'argent. Ah, l'argent. Le fric, la braise, le bousouf.